présentation intitulée Covid-19, corruption mathématique et épidémiologique, qui est une présentation que j'ai faite à Lisbonne déjà, donc le 11 septembre 2022, que je vais refaire devant vous. Bon, rien ne changera, bien sûr, sur le fond. Et donc, on va attaquer directement le vif du sujet avec donc l'état des mathématiques en 2009 et 2010, quand a eu effectivement lieu la fausse épidémie à nouveau de H1N1, qui était au fond la répétition générale de ce qu'on a vécu pour la Covid-19 et qui avait donné lieu déjà à l'époque à un certain nombre d'enquêtes par les autorités, alors en France, mais pas seulement, et qui avait donné lieu à un certain nombre de conclusions qui permettaient un petit peu de comprendre ce qu'il ne fallait pas refaire dans le futur. Sauf que manque de bol, on a refait exactement ce qu'on demandait de ne pas refaire. Bon, c'est-à-dire que tous les avertissements qui ont été fournis, donc en particulier par l'enquête du Sénat en 2010, qui dressait un bilan extrêmement lucide de ce qui s'était passé, eh bien, hélas, on n'a absolument rien écouté, et même on est allé beaucoup plus loin que ce qui s'était passé, évidemment, en 2010. Donc en 2009, sur la base de simulations qu'on peut effectivement qualifier de totalement délirantes de déjà Neil Ferguson, eh bien, l'OMS déclare l'état de pandémie donc, sur la grippe H1N1 et conduit à tout ce qu'on a connu, effectivement, déjà l'obsession de la vaccination, déjà les faux médicaments, le Tamiflu, etc., parce qu'on pensait que c'était extrêmement dangereux, extrêmement contagieux. Et tout ça, évidemment, ne s'est pas réalisé, mais c'était cru simplement sur la base des calculs de Neil Ferguson. Bon. Et donc, dans son enquête sur le fiasco donc, de la gestion sanitaire en France, donc, qui a eu lieu essentiellement en 2010, où il y a eu beaucoup d'auditions, il y a eu un gros rapport qui a été écrit, eh bien, le Sénat notait les choses suivantes. Donc, bon, le Sénat, ce n'est pas des complotistes comme nous tous aujourd'hui, hein. C'est des gens vraiment sérieux, c'est pas... Bon. Et donc, il disait, donc, je cite les rapports, les propres termes du rapport du Sénat, que, s'agissant donc des mathématiques, il y avait l'absence de corrélation entre les estimations modélisées et la réalité constatée qui est frappante. Et il a bien vu qu'il y avait un problème. Ferguson avait annoncé en gros entre 100 et 1000 fois plus de morts que ce qu'on avait observé. C'est quand même bizarre. Et évidemment, donc, ces absences de corrélation sont faites dans le sens toujours qui est celui de l'exagération, à la fois de la contagiosité, de la létalité, de la dangerosité, etc. Puisque le rapport du Sénat, je cite encore le rapport, hein, les auteurs des modèles n'ont pas envisagé l'hypothèse selon laquelle le virus donc H1N1 pourrait se révéler moins virulent que celui de la grippe saisonnière. Bon, c'est exactement ce qu'on a vécu pour le Covid-19. Hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, par exemple, le taux de létalité du Covid-19 est de l'ordre de 0,1%, donc de l'ordre de 1 pour 1000. C'est ce qui avait annoncé très tôt par Guy Zequier, par exemple, là où, dans le rapport du 12 mars, Cauchemez, évidemment, Ferguson, pour faire leur simulation, prenait un taux de létalité entre 1,5 et 3%. Donc vous avez juste multiplié par un facteur entre 10 et 30, en gros, le nombre de morts prévisibles. Donc c'est effectivement complètement délirant. Et alors, dernière chose assez incroyable qui est annoncée dans le rapport du Sénat, les hypothèses formulées sur la base des modèles n'ont pas de valeur prédictive. Bah, c'est dit noir sur blanc. Enfin, je veux dire, et c'est les sénateurs qui font ça, c'est pas des mathématiciens. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pris un peu de recul en disant non mais attendez, ça marche pas votre truc. Ils savent, la représentation politique, c'est qu'il n'y a pas de modèle prédictif en épidémiologie. Okay, donc, c'est pas la peine de revenir en 2020 pour dire ah bah, les prédictions de Ferguson annoncent 500 000 morts en Angleterre, etc., etc. On sait que c'est faux. On sait que ça ne peut pas marcher parce que c'est structurel. C'est ce qu'on a dénoncé avec Ariane Birand dans le débat interdit. C'est pas vrai qu'on peut appliquer au vivant, donc à la diffusion d'une épidémie par un virus qui est un objet extrêmement complexe, les principes qu'on applique sur les atomes. Hein, puisque en fait ça revient à ça. On peut faire des modèles prédictifs sur le mouvement atomique, c'est ce qui est fait pour la physique statistique des gaz, ça marche très bien, c'est hyper prédictif, etc. Mais pas un virus.
pas un virus, c'est n'importe quoi. Et donc, en fait, projeter comme ça de manière extrêmement simpliste des équations, des modèles qui viennent en gros de la physique sur des objets très simples avec des méthodes de vérification extrêmement fiables, ça ne peut pas marcher sur le vivant. Donc bon, il ne peut pas y avoir épistémologiquement, n'importe quel scientifique sérieux, c'est que épistémologiquement, vous ne pouvez pas modéliser la diffusion d'un virus comme vous modélisez le chaos moléculaire dans un gaz, parce qu'en gros, c'est le modèle qu'il y a derrière. Et les sénateurs le disent. Donc bon, qu'est-ce qui s'est passé en 2020 ? Effectivement, on va voir que c'est un problème de corruption. Et bon, donc, en gros, le Sénat dit, bon, les mathématiques, ça ne va pas du tout. Les modèles sont faux, on fait des estimations qui n'ont rien à voir, et il n'y a pas de modèle prédictif. Et derrière, en plus, c'était Ferguson. Et qu'est-ce qu'ils font donc pour remédier à ça ? En 2013, donc 3 ans après, ils embauchent à l'Institut Pasteur Simon Kochmes, qui est l'élève de Ferguson, avec pour mission de créer le laboratoire, donc l'Institut d'épidémiologie mathématique. On leur a dit que ça ne marchait pas, qu'il ne fallait surtout pas prendre Ferguson, et qu'il fallait éventuellement interroger de manière critique le champ universitaire, et ils font tout l'inverse. Bon, ça ne va pas bien se passer. Je veux dire, sauf si vous êtes complètement idiot, ça ne va pas bien se passer. Et effectivement, ça s'est mal passé. Bon, mais c'était prévisible. Il n'y avait pas de... Pour le coup, là, c'était prévisible. Donc, alors, pour reprendre effectivement l'origine des confinements, des mesures de couvre-feu, les masques, etc. Bon, c'est encore des simulations numériques donc, qui vont dicter les conduites à tenir. Bon. Et c'est essentiellement ce qu'on appelait ce qui s'appelle le rapport 9 de l'Imperial College, donc, qui a dicté la politique mondiale. Bon, alors il faut savoir que il y a une équipe autour de Ferguson, donc c'est une dizaine de types qui vont écrire un rapport interne. Le rapport n'a jamais été relu par les pairs et certainement pas les simulations qui ont été faites derrière. Et il a fallu pleurer mais des mois et des mois auprès de Ferguson pour qu'il ose donner des bouts de code qui, en plus, on l'a su, ont été remaniés par rapport au code natif. C'est-à-dire que ce n'est même pas les routines avec lesquelles il a vraiment fait les calculs qui ont été distribués. Et donc, ce rapport 9, donc, il n'est pas un article scientifique, c'est juste un rapport interne donc, qui va être donc la base de toutes les politiques mondiales décidées. C'est très simple, hein, ce qui est dit dans le rapport 9, c'est il va y avoir des tas de morts si on ne confine pas, 500 000 morts en Angleterre, 2 millions aux États-Unis. Bon, et donc les confinements vont être successifs jusqu'à l'obtention d'un vaccin. Voilà, donc c'est ça, et on a fait ça. C'est ce qu'on a fait, effectivement, dans tous les pays occidentaux. Bon. Alors, les simulations de Ferguson ne sont même pas reproductibles, c'est-à-dire que quand on a fini par avoir les codes, il y a des gens qui ont refait tourner les codes et qui ont dit nous, on n'arrive pas à reproduire les calculs. Et effectivement, c'est un code qui possède 930 paramètres. Alors, pour vous donner un ordre de grandeur, quand vous travaillez comme moi en physique mathématique, par exemple, sur l'équation de Boltzmann qui explique toute la mécanique des fluides, toute la thermodynamique, c'est un paramètre. Voilà, c'est ça. Lui, il en a 930, mais ça ne veut rien dire. Enfin, et en fait, il y a une phrase célèbre d'un mathématicien qui dit avec 4 paramètres, je peux, avec tout modèle, tracer un éléphant. Avec 5, je lui fais bouger la trompe. Voilà. Donc, faites ce que vous voulez. 930, faites ce que vous voulez. Et de toute façon, en mathématiques, les conclusions ne valent que ce que valent les hypothèses. Donc, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est juste une blague. Enfin, elle ne peut pas être prise au sérieux. C'est vraiment n'importe quoi. Bon. Et pourtant, donc, sur la base de méthodes de calcul donc, initiées par Ferguson, et dont on sait qu'elles sont complètement arbitraires, en fait, eh bien, Ferguson va murmurer à l'oreille de Macron, mais pas que de Macron, de l'OMS et de tous les chefs en gros, d'État des pays occidentaux. Et celui qui va accréditer du coup en France l'idée que les simulations sont extrêmement sérieuses, qu'elles reflètent la réalité, c'est évidemment Simon Kochmes, qui est l'étudiant de Ferguson. Bon, oui, il n'allait pas dire que son maître racontait n'importe quoi. Il a été embauché précisément pour dire que c'était vachement fiable. Donc le rapport, l'avis du Conseil scientifique du 12 mars 2020 dit que oui, sur la base des simulations qui sont vachement fiables, on peut estimer que 500 000 morts, c'est même un scénario presque optimiste en fait, et que donc la seule solution c'est de confiner, parce que si dans le code de Ferguson vous confinez, vous stoppez net l'épidémie. Donc c'est facile la vie, voilà, vous dites on fait une simulation qui ne veut rien dire sur des modèles qui sont n'importe quoi, mais à partir de ça quand même on va stopper le virus. Bon. Donc, effectivement, on comprend là qu'on est mal barré parce que derrière, il y a des fous furieux qui prétendent avoir la vérité d'un modèle qui va vous prédire l'avenir alors que c'est juste un mauvais jeu vidéo.
Alors, le rapport 9 dit en plus clairement que les seules mesures efficaces, c'est bien sûr les fameuses non-pharmaceutical interventions, donc les interventions non médicamenteuses, qui sont la seule solution pour contenir l'épidémie en attendant les vaccins. Bon. Et donc, le vaccin est annoncé à 18 mois dans le rapport 9. D'accord ? Alors, oui, je rappelle que l'équipe de Neil Ferguson bénéficie de subventions de Bill Gates, mais bon, c'est sûrement un hasard, effectivement, que du coup, le rapport 9 évoque la vaccination. Alors, moi, quand j'ai lu le rapport 9, je me suis dit, mais comment c'est possible qu'un type annonce dès le mi-mars 2020 l'arrivée des vaccins dans 18 mois ? Parce que c'est ça qui est écrit. Ça prendra sûrement 18 mois. Mais n'importe quel développement de vaccin, c'est des dizaines d'années normalement. Alors surtout qu'en plus, ça c'est des nouvelles technologies ARN. On ne sait pas exactement ce qu'il en est à grande échelle, etc. Mais lui, il le sait. Et en plus, il va être vachement pessimiste finalement parce que les vaccins, ils arriveront en 9 mois. Donc en fait, bon, il était encore bien trop prudent par rapport à ça. Alors, sur les confinements en attendant le vaccin, bon, ils comprennent qu'on ne peut pas confiner pendant un an tout le monde, ça va être un peu long, effectivement. Donc, ils prévoient déjà des vagues de confinement successifs. C'est-à-dire qu'ils disent, bon oui, effectivement, confiner les gens tout le temps, c'est trop long, mais comme les vaccins ne vont pas arriver tout de suite, nous, ce qu'on prévoit, parce qu'ils croient vraiment à leur modèle, c'est-à-dire qu'ils sont complètement intoxiqués par eux-mêmes, et dans leur vision, c'est quand on confine, évidemment, la diffusion quasiment s'arrête, mais quand on déconfine, ça repart. Donc on va forcément reconfiner derrière, puis déconfiner, etc. Donc on va avoir un scénario par confinement successif pour essayer de ralentir effectivement la diffusion en attendant le vaccin. Donc au moment où Macron confine effectivement en mars 2020, il sait déjà qu'il va reconfiner. Parce que c'est ce qui est écrit dans le rapport 9. C'est ce qui est prévu par les simulations dans le rapport 9. Donc, comme on vous dit que les simulations permettent de décrire l'avenir, en fait, bah, du coup, vous avez la seule possibilité, c'est de continuer à croire en ce rapport et de dire, effectivement, bah, on va confiner par vague. Bon. Donc, les confinements ont vocation à être répétés. Et donc, dès mars 2020, le pouvoir, qui sait qu'il va aller vers cette stratégie en attendant le vaccin, sait qu'il y a une nécessité de montrer que le confinement de printemps est efficace. C'est une nécessité parce qu'effectivement, si ça ne marche pas, bon, d'abord, on a l'air de guignol et puis en plus, on ne pourra pas réutiliser l'outil. Donc, or, c'est ce qui est prévu, effectivement. Alors, c'est évidemment pas pour des raisons sanitaires. Les confinements, c'est bien autre chose. Mais scientifiquement, pour le gouvernement, et il y a besoin de montrer que les confinements marchent. Bon. Et puis donc, effectivement, derrière, en plus des confinements, pour ralentir, il faudra imposer les couvre-feux, les fermetures des bars et des restaurants, etc. Donc, il y a un enjeu majeur, c'est montrer que le confinement de printemps a marché. Et il faut une référence mondiale pour ça. Et c'est Cauchemez, en fait, qui va être chargé de faire ça. Alors, c'est pas lui qui va le faire, en fait. J'ai quasiment acquis la certitude que derrière, il y a des cabinets fantômes qui travaillent, sûrement payés par l'industrie pharmaceutique, pour faire les calculs et pour présenter des résultats et, en fait, maquiller des résultats. Mais l'article dont je vais vous parler, vous allez voir, est une référence mondiale en termes de citation sur l'efficacité du confinement, alors que c'est un article truqué. Donc voilà. Donc les enjeux, donc, du coup, qu'on va confier à Cauchemez, c'est de montrer que le confinement est efficace. Bon. Et donc, bon, comment vous faites pour essayer de montrer qu'un confinement est efficace ? En gros, vous allez dire, voilà, il y a certaines courbes observées dans le monde réel qui sont par exemple celles des hospitalisations, celles des transmissions quotidiennes, etc. Et donc, on va montrer qu'en faisant une certaine hypothèse dans un certain modèle sur la date de confinement, eh bien, on va être capable de reproduire en fait ces courbes de la réalité. Donc, c'est ça leur stratégie. Et en fait, vous allez voir, ils ne vont pas y arriver, donc ils vont être obligés de maquiller leurs courbes. Donc, voilà pour la mission de Cauchemez. Donc Cauchemez a pour mission de produire des simulations numériques qui montrent que le confinement est efficace. Et c'est l'objet de son article donc, qui est publié en mai 2020, qui est Estimating the Burden of SARS-CoV-2 in France. Donc estimons le fardeau donc, du SARS-CoV-2 en France. Et bon, alors vous connaissez le résultat, puisque ça fait un petit bout de temps que je dénonce cet article, mais c'est sûrement une des plus grandes arnaques et une des plus grandes fraudes scientifiques du XXIe siècle, et peut-être même un peu plus. Bon.
Alors, juste pour revenir sur les fondements généraux de l'épidémiologie mathématique. Donc, les épidémiologistes se sont dit qu'ils allaient faire comme les physiciens, essayer d'écrire des équations pour prévoir le réel étant pour eux la diffusion des épidémies. Donc, le premier article d'épidémiologie mathématique qui va sortir, c'est celui de Ronald Ross. Alors, Ronald Ross, c'est quand même un personnage intéressant puisqu'il a été prix Nobel de médecine pour avoir découvert la transmission du paludisme. Donc, c'était vraiment un biologiste, médecin. Mais bon, il était très orgueilleux, très prétentieux, assez vaniteux sans doute, et il a pensé qu'il pouvait être aussi un bon physicien et un bon mathématicien. Et donc, il pensait qu'il était capable d'écrire l'équation de propagation de la malaria, donc du paludisme. Et donc, il a écrit en 1916 un article qui a établi ce qu'on appelle le théorème du moustique de Ross, et qui donnait en conclusion la chose suivante, qui est que on n'a pas besoin de tuer tous les moustiques pour arrêter la transmission de la malaria. Parce que c'était un peu une idée qui traînait à l'époque en disant, bon, si c'est les moustiques qui transmettent la malaria, si on veut éviter la transmission de la malaria par le vecteur moustique, il va falloir les éradiquer tous. Comme c'est pas possible, on ne peut pas vraiment lutter contre la diffusion de la malaria. Et Ross dit non, on n'a pas besoin de les tuer tous parce que j'ai trouvé une équation dans laquelle si un certain nombre de moustiques est tué, donc c'est le fameux effet de seuil, qui viendra plus tard, l'immunité collective, hein, on va en reparler, eh bien ça s'arrête. Alors donc il va écrire ce modèle, qui est un modèle plutôt sympa, mais qui n'est pas hyper compliqué. Et donc dans les années 60, on va appliquer, donc entre 55 et 69, on va appliquer ce qu'on appelle le GMEP, donc le Global Malaria Eradication Programme. Hein, éradiquons sur la base des modèles de Ross en disant oui, c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tuer tous les moustiques. Donc ils ont commencé à balancer du DDT, de la chloroquine d'ailleurs, pour tuer les larves de moustiques. Et ils ont montré que par l'observation, les prédictions de Ross étaient complètement illusoires, que de toute façon, ce premier modèle de l'épidémiologie mathématique ne marchait pas. Et il y a certains pays qui ont réussi à éradiquer la malaria par effectivement l'épandage de DDT de chloroquine, mais ça n'avait rien à voir avec les prédictions de Ross. Donc très tôt, dès les années 60, on sait que le premier modèle mathématique de diffusion d'une maladie, en l'occurrence la malaria, ça ne marche pas. Le théorème du moustique de Ross, ça ne marche pas. Et donc, hélas, il y a deux autres auteurs donc, très célèbres qui sont Kermack et McKendrick, qui vont, eux, écrire plutôt la diffusion des virus alors sans faire appel à un vecteur, hein, donc juste entre êtres humains, qui s'appelle le modèle SIR, et qui va aboutir sur la fameuse théorie du R0. Hein, le R0, c'est le nombre de cas secondaires qu'un infecté va pouvoir transmettre à d'autres personnes, et de laquelle ils vont essayer de tirer la fameuse immunité collective, qui est un truc assez bizarre, en fait, auquel on ne peut pas croire. Enfin, quand on est sérieux, on ne peut pas croire à ça, qui est de dire, si, en fait, un certain pourcentage d'une population donnée est immunisé contre un virus, que ce soit parce qu'il l'a déjà eu ou que ce soit par vaccination, c'est bien ça, eh bien, en fait, l'autre partie qui n'est pas immunisée, en fait, passera à travers l'épidémie. Et donc, c'est ce qui avait été voulu, et c'est pour ça qu'on a forcé la vaccination des enfants. C'est-à-dire qu'on a dit, oui, quand 70% de la population sera immunisée, eh bien, les 30 autres pourcents n'auront même plus besoin d'être immunisés parce que, d'après nos modèles mathématiques, et celui du SIR, eh bien, le virus peut plus se transmettre. Donc c'est ça, c'est relativement délirant et ça ne tient pas d'ailleurs sur les modèles de SIR, mais effectivement c'est quelque chose qui va ressortir de manière théorique sur une équation assez fausse en fait, qui ne représente pas grand-chose d'autre qu'elle-même. Bon. Donc voilà pour les fondements généraux. On sait qu'ils ne marchent pas déjà. On sait qu'il ne marche pas. Et puis bon, le Sénat l'avait bien dit, il n'y a rien de prédictif à faire. Mais même en termes d'analytique, ça ne marche pas. Le R0 et le 1 moins R0, hein, le fameux 1 moins 1 sur R0, qui est le pourcentage de population qui permet de faire en sorte que l'immunité collective soit acquise, c'est juste une foutaise. Depuis le début, depuis 1927, si vous lisez sérieusement l'article, vous savez que c'est une foutaise. Et donc, hélas, ça continue à polluer les discours et ça a imposé la vaccination des enfants. Donc c'est vraiment extrêmement inquiétant. Bon, alors on sait que ça ne peut pas marcher. C'est pas vrai. Toutes les prédictions vont être fausses, toutes les conclusions vont être fausses. Ça marche pas. Il n'y a pas d'équation. Donc de toute façon, il y a même rien à faire pour analyser. Bon. Alors donc, Cauchemez et ses co-auteurs, ils sont 17 en tout quand même. Alors ils sont 17, mais très vite dans l'article, c'est parce que c'est précisé, vous savez qu'il y en a 14 qui sont là pour faire tapisserie. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un gros problème. Et comme je vous disais, en fait, on a embauché Cauchemez à l'Institut Pasteur en 2013 pour essayer de redorer le blason de l'épidémiologie mathématique. Mais évidemment, lui, c'est un guignol et puis il est tout seul, donc il ne pourra rien produire. Donc, du coup, il faut donner un effet de masse. Donc, quand il publie son article, en fait, c'est même pas lui qui l'a travaillé.
On sait que c'est des prête-noms, en fait, ces gens-là, pour dire, attendez, il y a des gens à Harvard, il y a des gens sur tous les continents qui ont contribué à cet article-là, et ce qui fait que ça aurait l'air sérieux. En fait, non, c'est vraiment un fake, quoi. C'est la société du spectacle dont parlait Mehdi ce matin avec Guy Debord, c'est exactement ça, et vous le savez très vite. Donc on vous dit, de toute façon, il n'y a vraiment que 3 auteurs qui ont designé le modèle, etc., et les 14 autres, ils ont relu, mais bon, c'était vraiment pour faire un effet de masse. Bon. Alors, un truc incroyable, un article donc, qui est reçu le 20 avril 2020. Alors là, il faut pareil remonter à la chronologie. C'est-à-dire que le confinement a décidé le 17 mars sur la base du rapport 9. Et donc, comme ils savent qu'ils vont le réutiliser, ils ont besoin d'un article qui prouve que ça va marcher. En un mois, en fait, il y a un article qui est produit, ce qui est impossible, normalement. Enfin, moi, ça me prend 1 an et demi, 2 ans pour produire un article à peu près sérieux. Alors, ils ont beau 17, on sait qu'ils n'ont pas travaillé. Donc, déjà, là, il y a un truc qui ne va pas. Vous ne pouvez pas produire en un mois un article pareil, ce n'est pas possible, ce n'est pas humainement possible, surtout si vous le faites sérieusement. Bon. Alors, il est publié donc en un mois, il est conçu en un mois, vraisemblablement, et il est publié en 3 semaines. C'est-à-dire qu'il n'a pas été relu. Moi, pareil, je mets 2 ans pour écrire un article, mais les reviewers, ils mettent 2 ans pour le lire. Donc c'est ça l'ordre de grandeur, c'est-à-dire une review, c'est le minimum du minimum du minimum. Si vous faites vraiment un truc très court, le minimum, c'est 6 mois. Il faut le temps que l'éditeur trouve les reviewers, que les reviewers trouvent le temps de le lire, que ça fasse des allers-retours pour les modifications. Vous ne pouvez pas publier en 3 semaines. Ça veut dire que ça a été dealé. C'est-à-dire qu'en fait, on a dit à l'éditeur en chef, tu le publies, point barre. Tu t'emmerdes pas avec la relecture, tout ça, c'est pas la peine. On est Simon Cauchemès, derrière il y a sûrement l'influence de Ferguson, etc. Peut-être même d'autres institutions, on n'en sait rien, il faudrait enquêter, mais c'est pas possible. Vous n'avez pas relu quand vous publiez en 3 semaines, c'est pas vrai. Donc ça n'a pas été relu, donc on sait que c'est une publication en fait qui a été forcée. Alors, dans cette publication, la revue Science, dans laquelle ça a été publié, a quand même publié les codes qui accompagnaient les calculs, ce qui est une obligation. Pareil, surtout quand vous publiez en préprint. Bon, là, c'était une publication acceptée. Et donc, vous avez un gros problème sur les codes qui sont écrits. Alors, ils sont plutôt pas mal écrits, même s'il y a des erreurs. Bon, il y a des choses contestables. Et puis, on verra surtout il y a des trucages. Mais dans l'ensemble, c'est un code qui est plutôt bien écrit. Et parmi les 2 auteurs qui ont déposé le code sur le site de Science, en fait, donc il y a Henrik Salgé et Cécile Trankiem. Alors, Cécile Trankiem est thésarde. Elle n'a absolument pas le profil pour écrire le code qui est écrit extrêmement vite, avec une très grande technicité. C'est un truc assez costaud, même s'il y a des fautes. Bon, c'est un truc sérieux quand même. Bon, voilà. Bon, c'est pas elle qui l'a écrit, ça c'est sûr. Bon, c'est bon. Et puis, Henrik Salgé, pareil, vous regardez son profil, il n'a absolument pas le profil pour écrire les codes. Donc, qui a écrit les codes si, effectivement, les 2 personnes qui le déposent en leur nom, en fait, n'ont absolument pas le profil pour le faire. Donc, ça, c'est un gros problème. Et un des problèmes de ça, c'est que l'article est déposé pour soumission, c'est-à-dire il n'est même pas accepté pour publication le 20 avril, et le 21 avril, on en parle dans toute la presse, en disant le préprint de Pasteur montre que le confinement a permis de réduire en fait de 77% la diffusion du virus. Bon, et donc le confinement, ça marche, c'est même hyper spectaculaire. Heureusement qu'on a eu le confinement, sinon tout le monde serait mort. Enfin bon. Donc en fait, évidemment, l'article n'a qu'un seul but, ce but est politique, c'est pas scientifique, et donc c'est pour ça qu'il y aura des trucages derrière. Le but de l'article, c'est annoncer que les mesures de confinement sont efficaces en réduisant donc, cette fameuse valeur de R0, qui est le taux de diffusion, enfin le nombre de cas secondaires, de 2,9 à 0,67, donc 77% de réduction. Alors, le R0 de 2,9, ça veut dire qu'un contaminant va infecter 3 personnes. En gros, c'est ça, 2,9 personnes. Et un taux à 0,67, c'est-à-dire que 10 contaminés vont à leur tour contaminer en gros entre 6 et 7 personnes. Voilà. Donc c'est ça l'interprétation. Bon. Alors, le principe de l'article, c'est de partir d'un modèle type SIR, donc comme je vous ai dit, qui est un très vieux modèle de 1927. Alors, pareil, c'est surprenant parce qu'en 2010, le Sénat vous dit que les modèles ne marchent pas, ils ne sont pas prédictifs. Et vous reprenez un modèle, en gros, de 1927 un peu changé, ce ne sera pas plus prédictif. Enfin, bon, il n'y a pas de raison que ça marche, avec énormément de paramètres. Alors, il y a plus de 250 paramètres dans le code, effectivement. Donc, pareil, vous faites un peu ce que vous voulez. Alors, le principe de l'article, c'est de faire justement une hypothèse sur ces paramètres et de supposer que le confinement donc, induit un changement très brutal et très discontinu dans le taux de diffusion du virus. C'est ce fameux R0 qui va passer du jour au lendemain d'une valeur de 2,9 à 0,67. Bon.
Donc faire une hypothèse sur ces paramètres, trouver de manière algorithmique les paramètres qui vont permettre de retrouver les fameuses courbes mesurées de taux d'hospitalisation en urgence, etc. Et un des problèmes de ça, c'est que vous procédez ce qu'on appelle par méthode inverse. La méthode directe, c'est j'ai des équations, je connais les paramètres, je calcule les solutions. La méthode inverse, c'est j'ai des équations, je ne connais pas les paramètres, mais je connais éventuellement les solutions, et donc je m'en sers pour calculer les paramètres. Et donc pour montrer que la diffusion est passée de... Voilà. Sauf que mathématiquement, c'est ce qu'on appelle un problème mal posé. C'est-à-dire qu'en gros, vous trouvez ce que vous voulez. C'est des trucs qui sont très sensibles aux données d'entrée. Et comme les données d'entrée, c'est des termes mesurés, vous savez, en termes de nombre de personnes hospitalisées, ce genre de trucs, ça ne marche jamais. Enfin, vous savez que ça ne marche pas, c'est pas sérieux de faire ça. Et donc, évidemment, c'est ce qu'ils vont faire. Et évidemment, ça ne marchera pas. Et évidemment, ils vont truquer les courbes. Alors, exemple de courbe truquée, en fait, c'est-à-dire que vous avez ici, donc sur le graphe, alors, moi, je vais mettre là. Bon, ça, c'est en PACA, c'est le nombre de personnes qui sont hospitalisées par jour, donc entre ici le 1er mars et ici, donc, alors je vais mettre mes lunettes parce que je ne vois plus rien, voilà, le 10 mai. Et donc, c'est en PACA le nombre quotidien de personnes hospitalisées. Et en fait, ils prétendent que d'après leurs calculs, avec cette hypothèse, donc, d'une diffusion qui passerait dès le jour du confinement ici de 9 à 0,67, ils sont capables de reproduire cette courbe-là. Sous-entendu, les paramètres qu'on trouve, quand on les utilise pour tracer le nombre de personnes hospitalisées, eh bien, ça match plutôt pas mal. Effectivement, eh bien, les données observées ici en PACA. Bon. Donc quand vous voyez ça, vous êtes assez impressionné, mais un peu trop impressionné parce que, en réalité, moi, je fais beaucoup de comparaisons théorie-expérience. Bon, ça ne marche jamais comme ça. Là, c'est un modèle à la truelle avec des coefficients que vous ne connaissez pas. Et comme par enchantement, vous êtes pile dans la courbe. Bon, vous êtes un peu critique, c'est un peu trop fort, un peu trop beau en aussi peu de temps, etc. Et en fait, quand vous faites retourner leur code, ce qui est ce que j'ai fait, ce qui m'a pris pas mal de temps, vous vous rendez compte que la vraie courbe paramétrique qu'ils obtiennent, en fait, c'est celle-là. Elle est systématiquement en fait, en dessous des valeurs observées. Et en fait, cette courbe qu'ils ont présentée dans leur papier est une courbe maquillée. C'est-à-dire qu'ils ont, j'ai sourcé dans leur code les endroits où ils ont maquillé la courbe parce qu'en fait ils étaient obligés de faire ça et donc la méthode ne marche pas et donc si la méthode ne marche pas c'est qu'évidemment l'hypothèse qu'ils ont faite d'une réduction spectaculaire de la diffusion du virus au moment du confinement était complètement fausse. Elle ne matche absolument aucun résultat et elle matche d'autant moins les résultats qu'en réalité ils avaient déjà les données réelles pour savoir que leur modèle était complètement débile. Dans leurs hypothèses, ils disent oui, au moment du confinement, il y a vraiment une chute extraordinaire du coefficient de diffusion. Et donc, ce qu'ils vous font croire, c'est qu'on passait ici à gauche, donc ça c'est d'une augmentation exponentielle de l'épidémie, hein, c'est le fameux régime exponentiel qui avait effectivement lieu jusqu'au 22 mars en France. Ils disent, en fait, dès le jour du confinement, on est passé d'une croissance exponentielle à une décroissance exponentielle de l'épidémie. C'est ça qu'ils vous disent. Et ils tracent cette courbe-là dans leur article. Donc, je suis allé rechercher les coefficients, du coup, etc. Et en fait, j'ai retracé à partir de ce résultat-là ce qu'aurait dû être la courbe du nombre de contaminés entre le 1er mars et le 10 mai. Et en fait, si vous retracez avec leurs paramètres ce qu'aurait dû être la courbe des contaminés entre le 1er mars ici et le 10 mai, eh bien, on aurait dû avoir un pic d'infection le jour du confinement. Et comme on passait d'une croissance exponentielle à une décroissance exponentielle, eh bien, la courbe des confinés, des infectés aurait dû être celle-là en bleu. C'est ça qu'ils nous disent. Ils nous disent que le confinement a permis d'avoir cette courbe-là en bleu, sauf que la courbe réelle, vous la connaissez, et ce n'était pas du tout celle-là. Donc ça veut dire qu'ils savent déjà, quand ils présentent leurs calculs, que c'est faux. Ils savent qu'ils mentent. Et en fait, ils ont cherché la courbe avec laquelle ils pouvaient plus ou moins justifier que l'hypothèse de réduction était vraie. Ils l'ont truqué parce qu'évidemment, ça ne marchait pas. Et ils ont oublié de comparer avec ce qui était connu et parfaitement connu de tous, qui contredisait de manière extraordinaire au résultat. Donc ces gens-là mentent, ils savent qu'ils mentent. Et en fait, évidemment, il n'y a aucun chercheur, à part moi, qui a fait l'effort de regarder un peu ce qui se passait, mais cette idée qu'on passait d'une croissance exponentielle à une décroissance exponentielle instantanément, c'est quelque chose que n'importe quel chercheur... C'est du niveau du Lancet, si vous voulez.
C'est-à-dire que le Lancet, vous voyez tout de suite, parce que les statistiques sont les mêmes dans tous les confinants, que ça ne marche pas. Là, vous voyez très bien que si vous passez du jour au lendemain d'une croissance exponentielle à une décroissance exponentielle, il y a un truc qui ne va pas. Et d'ailleurs, les courbes réelles vous disent tout de suite que ce n'est pas vrai. Donc en fait, ils savent qu'ils mentent, donc ils ont maquillé, ils ont cherché les courbes, mais même les courbes dont ils espéraient qu'elles leur donneraient raison ne marchaient pas, et donc ils les ont maquillées. Voilà. Donc bon, on sait que c'est un article truqué, et effectivement, le but du jeu, c'était pas de faire de la science, mais c'était de faire de la propagande, et comment on détourne les mathématiques, comment on espère que les gens ne liront pas les mathématiques, pour dire, regardez, effectivement, on a prouvé l'efficacité du confinement. Ce qu'a rappelé Jean-Dominique Michel ce matin, et ce que c'est très bien John Ioannidis, c'est que tout le monde sait que ça n'a absolument pas servi à arrêter la diffusion des épidémies, les confinements. On le sait depuis toujours, sauf à ce que la science change du jour au lendemain, ce qui n'est pas le cas, on savait que ça ne pouvait pas marcher. Donc les auteurs savent pertinemment qu'ils mentent. Bon, alors il y a un autre, du coup, il y a un autre papier très célèbre qui était une escroquerie sans nom, sans doute du même type. Alors je dis sans doute parce qu'on n'a pas pu le vérifier. Donc vous le savez, le 28 juin 2021, à nouveau Simon Kochmez et des co-auteurs sortent un nouveau préprint qui est un préprint qui doit pouvoir montrer que, à nouveau selon un modèle mathématique, dont on sait depuis toujours qu'ils valent rien, eh bien les vaccinés sont déclarés 12 fois plus contagieux que les autres. Donc c'est ça qui a du coup présidé à l'argumentation scientifique permettant de dire que le pass sanitaire puis le pass vaccinal permettrait d'endiguer l'épidémie à moindre frais, puisque si vous enfermez que les non-vaccinés et si vous ne faites porter que les mesures de restriction de déplacement, etc. sur les non-vaccinés, eh bien ça va juguler l'épidémie et puis les vaccinés pourront vivre tranquillement sans être inquiétés par les non-vaccinés. Bon. Et c'est le seul article en France et peut-être dans le monde qui sert de justification scientifique, entre guillemets, pour qu'on puisse imposer le pass sanitaire. Parce qu'évidemment, le pass sanitaire, ce qu'ont réclamé à la fois le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, c'est OK, prenez des mesures pour restreindre les libertés, mais quand même, assurez-nous que ça vaut le coup. Bon, sauf que le pass sanitaire, personne n'avait jamais essayé, il n'y a aucune donnée dessus, et donc du coup, il doit faire un modèle mathématique pour prouver que... Bon, mais la conclusion était imposée d'avance, donc après, ça a été un gigantesque problème inverse pour voir comment on allait effectivement essayer d'imposer ça d'un point de vue scientifique. Bon. Donc, on a tracé, c'est vraiment le seul truc, c'est tout repose comme argument scientifique que sur ce truc-là, qui est une gigantesque escroquerie. Alors juste, je vérifie. Alors à nouveau, bon, il y a énormément de problèmes avec ce papier, donc il reprend à nouveau un modèle SIR en rajoutant encore des paramètres par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, on sait que ça ne marche pas. Alors, c'était très rigolo, dans le préprint qui a été avancé, vous ne pouviez même pas lire les équations. C'est-à-dire qu'ils ne savent même pas utiliser un traitement de texte scientifique qui permettrait de rendre les équations lisibles. Bon, c'est juste un problème. Alors, les équations sont illisibles, elles comparent des choux et des carottes, les indices ne sont pas les bons. Alors, les résultats sont donnés sans aucune méthode de calcul. Le 12 fois plus contagieux, il arrive dans un tableau point barre. On ne sait pas comment il est calculé d'après justement la résolution des équations, puisque les équations, vous ne les avez pas et les codes, vous ne les avez pas. Donc allons-y. Alors en plus, c'est tautologique, parce que ce que fait Kochmez, c'est en fait du blanchiment d'hypothèses. Bon, alors pour reprendre une phrase que j'aime bien de Bertrand Russell, qui est un des plus grands logiciens des maths, il vous disait, les maths ne font qu'une chose, c'est montrer qu'un quadrupède est un animal à 4 pattes. Vous changez la forme, mais bon, les conclusions sont dans les hypothèses. Voilà, vous donnez une nouvelle forme, c'est ça. Et le 12 fois plus contagieux, pourquoi vous avez 12 fois contagieux? Parce que quand vous regardez l'article, ils ont déjà supposé avant le calcul que c'était 12 fois plus contagieux. Donc ils mettent dans toutes leurs hypothèses, c'était très simple. Ils disaient le vaccin protège à 80%. Quand vous êtes vacciné, vous avez 50% seulement de chances de transmettre le virus, etc., etc. Donc quand vous regardez les hypothèses, en fait... déjà, les vaccinés ne participaient qu'à 10% effectivement de la contagion. Donc vous passez ça dans une moulette non linéaire et puis ça vous rend que les non-vaccinés sont 12 fois plus contagieux, mais vous l'avez mis dans les hypothèses. Donc les résultats du calcul sont toujours conformes aux hypothèses que vous avez mis dedans. Donc si vous mettez des paramètres où vous dites déjà que les non-vaccinés sont 10 fois plus contagieux, vous ressortez avec des résultats où ils sont 10 fois plus contagieux. Bon. Donc vous n'avez rien démontré en fait. Voilà. Et alors surtout... L'article, alors autant dans le papier de Science avait imposé pour la publication que les codes de calcul soient effectivement publiés, donc ce qui m'a permis de les vérifier et voir qu'ils étaient truqués. Donc je sais qu'ils mentent dans leur code. Bon. Et donc là, le problème, c'est que le préprint ne donne pas ces codes de calcul. Alors j'ai écrit à Kochmez. J'ai dit, chers collègues, bravo pour votre article, c'est formidable. Encore un grand pas pour la science. Bon. Et
Et je lui dis, mais par contre, il faudra des codes quand même. Je sais qu'il mente. Donc, il me dit, je ne peux pas vous les donner. Je peux pas vous les donner. L'article est encore en review par les pairs. Alors, ce qui est un faux argument, parce que vous avez la possibilité. Alors, moi, je ne suis pas contre qu'on publie des préprints en situation d'urgence, mais la conséquence de ça, c'est que comme les préprints n'ont pas été revus, il faut que vous donniez immédiatement à l'ensemble de la communauté les outils pour contrôler. Parce que sinon, juste vous faites des cachotteries, voire des mensonges. Et donc, vous avez des licences. Vous pouvez parfaitement protéger vos codes, parce que le chercheur vous dira oui, mais ça m'embête de publier, parce que de le donner, puisque comme c'est pas encore publié, des gens vont me le piquer, ils vont l'utiliser pour eux-mêmes, etc., etc. Donc, non, c'est pas vrai. Vous avez vous pouvez parfaitement, même si vous publiez avant acceptation, avoir des mentions sur vos codes qui vous protègent. C'est des licences, et c'est très bien étudié, il n'y a aucun souci. Donc, c'est pas vrai. Et donc, bon, du coup, là, j'ai dit ça suffit. On a réfléchi avec mon avocat. Bon, je sais qu'ils mentent dans leur code. Bon, là, il n'y a aucune méthode de calcul qui est explicitée. Il n'y a aucun code qui est donné. Donc, la seule manière d'avoir les codes, c'est d'aller au pénal maintenant. C'est porter plainte, faux, usage de faux. Donc, c'est ce qu'on a fait. Le parquet nous a dit... alors, il a classé la plainte, mais rassurez-vous, cette plainte est en constitution de partie civile. Et donc, le parquet a répondu... Alors, on disait, nous, juste, les codes sont faux, on n'a pas l'information, donc c'est une diffusion de fausses informations, en fait. Et donc, il nous a dit, mais c'est pas grave, parce que le vaccin est sûr et efficace. Bon, bah oui, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Rien, vous avez une constitution de partie civile, et puis vous dites, bon, allez, on va voir directement le juge d'instruction. Voilà. Donc voilà pour cet article qui pose un vrai problème, parce qu'on a pris une décision sur la base, effectivement, d'une escroquerie mathématique, et donc il faut quand même le dénoncer. Bon. Donc voilà pour la démarche judiciaire, je vais passer... Alors oui, quand même, quand on a porté plainte, donc le fin mai, donc c'était le fin août, voilà. Le 6 septembre, le préprint est modifié. Sur le site de Pasteur, il est changé, il est modifié. Alors, comme les citoyens, les internautes étaient vigilants, ils l'ont tout de suite remarqué. Moi, j'ai été averti très vite. Et donc, dans la nouvelle version du préprint modifié, le 12 fois plus contagieux devenait 4 fois plus contagieux seulement. Mais vous ne savez toujours pas pourquoi. Alors, ils ont dit oui, il y a des paramètres qui ont changé, tout ça. Bon, en fait, en réalité, ils savent bien qu'ils ont menti, et donc ils essaient de récupérer un peu le coup. Bon, voilà, mais ça ne marche pas. Bon. Devenir de la plainte. Alors oui, cette plainte donc, a été classée par le parquet. Elle est en constitution de partie civile, mais quand même, à force de les matraquer au CSI, à force de démonter leur bêtises, leur escroquerie, et de porter plainte, effectivement, puisqu'on a aussi porté plainte, vous verrez, contre l'étude Comcor, les auteurs commencent à se méfier maintenant, parce qu'ils savent qu'ils racontent n'importe quoi, et à force de raconter n'importe quoi en disant que vous avez raison quasiment par principe, ça crée des turbulences. Et donc maintenant, dans toutes les publications du conseil, du conseil scientifique qui sont basées sur les travaux de l'Institut Pasteur et des modélisations mathématiques de Cauchemez, maintenant est écrit cet avertissement que je vais vous lire, parce qu'il vaut cher quand même, et il montre bien que dès le début, ils savent qu'ils mentent. Et donc, sur les publications, donc, il y a en décembre 2021 et en janvier 2022, et la dernière, je crois, date peut-être de mars 2022, il est écrit la chose suivante, donc sur les papiers de Cauchemez et des autres, avertissement, ces scénarios sont faits sur la base de données incomplètes et d'hypothèses incertaines. Bah ouais, ça fait un siècle qu'on le sait. Enfin, le Sénat l'a dit, mais c'est bien de le répéter. Simplement, qu'est-ce qui se serait passé si on avait eu ça en mars 2020 ? Il se serait passé quoi ? Et le 28 juin 2021, il se serait passé quoi ? Bon, et donc je continue. La propagation du virus SARS-CoV-2 est difficile à anticiper. Bah, tu m'étonnes, ils ont raconté n'importe quoi depuis le début, ils sont toujours plantés. Bah, c'est ce que dit Raoult depuis le début, avec beaucoup d'humour d'ailleurs. Il le dit, les épidémiologistes sont juste des fous furieux. Enfin, mais là, ils le disent vraiment. Enfin, le Sénat l'avait dit avant, mais ils le redisent vraiment. Et la dynamique de l'épidémie peut changer rapidement. Oui, bah, les trajectoires décrites dépendent des hypothèses faites. Bah, c'est ce que je vous ai dit, les conclusions sont des hypothèses. Donc, si vous supposez que c'est 12 fois plus contagieux, bah oui, enfermez tous les non-vaccinés. Alors bon, c'est évident que c'est pas ce qui se passe. Bon, donc là, ils découvrent en fait que les conclusions des calculs sont les hypothèses du calcul, en fait. Bon, mais un mathématicien, il sait ça à la maternelle, normalement. Bon. Si les hypothèses ne se réalisent pas, allez savoir. La dynamique observée pourrait être différente des projections. Ça alors, c'est vraiment, mais vous dites, vous frappez la tête contre les murs. Mais à ce niveau-là, vous frappez la tête contre les murs. Et la question à nouveau, c'est, mais
Alors là, ils ont bien compris qu'ils allaient le prendre au pénal, hein, parce que pour dire autant de trucs en disant non mais attendez, on fait n'importe quoi, ça n'a jamais été prédictif, on connaît pas les paramètres, les trucs veulent rien dire, et de toute façon le futur est imprédictible. Ok, d'accord, mais ça n'a pas empêché d'annoncer 500 000 morts. Et quand il fait donc justement dans l'avis du Conseil scientifique du 12 mars, pardon, Cauchemez s'évertue à montrer que les modèles collent à la réalité. Il dit ouais, c'est quand même vachement crédible, ça correspond vraiment pas mal, et il va dire un truc de pervers. Jean-Dominique Michel rappelait la perversion de Véran sur les masques en disant ouais, les masques on s'est trompé, en fait on a dit que c'était pas. Et Cauchemez a fait la même chose. Il va dire c'est la première fois, donc en mars 2020, quand les modèles sont apocalyptiques, il dit c'est la première fois que je voudrais que les modèles se trompent. Il le dit dans Le Monde, il le dit. Je vous assure, faut vraiment le relire. Il dit, non, mais je vous promets, moi je suis un scientifique, j'adore la modélisation, enfin, je crois à mes modèles, mais là j'aimerais tellement que les modèles se trompent parce que sinon ça va être une boucherie. Bah, après, il le dit, oui, de toute façon, les modèles n'ont jamais voulu rien dire. Donc, en fait, ce qu'il veut dire, c'est j'aimerais bien que les modèles soient prédictifs, mais ils ne le sont jamais. Bon. Donc voilà pour ce préprint du 28 juin. Donc la plainte a quand même servi et maintenant je pense qu'il est un peu échec et mat parce que est-ce qu'il sera reconduit en deuxième session là, vous savez, dans le nouveau conseil scientifique dont on attend la composition? C'est pas évident. Je suis pas sûr parce que là avec ça je vois pas à quoi ça servirait. Donc on a au moins gagné ça, je pense, avec le CSI et avec les gens avec qui on a réfléchi à ça et voilà. Bon, c'est déjà pas si mal. Alors, dans ces mathématiques qui sont truquées, il y a un personnage assez trouble qui est Cédric Villani, dont on parle assez peu et dont je vais parler un peu ici, qui est donc un mathématicien qui est médaille Fields française donc en 2010. Médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Hein. Vous savez qu'il n'y a pas de prix Nobel en mathématiques. Et donc on remplace ça par la médaille Fields qui est décernée tous les 4 ans. Et tous les 4 ans, il y a possiblement 4 lauréats qui sont possibles donc, pour la médaille Fields. Alors, Cédric Villani, c'est médaille Fields. Bon, c'est un type qui est quand même qui a une certaine image de lui-même. Hein, un peu, moi je n'hésite pas à dire prétentieux, orgueilleux, ce que vous voulez. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il était président de l'OPQST et donc il a auditionné le 24 mai 2022, vous le savez, en audition publique des gens sur les effets indésirables. Et Emmanuel Lerle et moi-même n'étions pas auditionnés, donc il dit quand même, c'est un peu dégueulasse, quoi, merde. Après tout, pourquoi non, mais c'est vrai. Et donc, on a demandé à Villani, on lui a écrit plusieurs fois, ainsi qu'aux membres de la commission, en disant on aimerait bien être auditionné publiquement, on a quand même des choses à dire, c'est important, on a fait pas mal de calculs et tout. Et donc, il nous a dit non. Mais non, pas du tout. Donc, on lui a envoyé en fait une sommation interpellative. Il était vexé à un niveau et il ne veut plus parler avec moi parce que je lui ai envoyé un huissier pour dire bon, réponds à ces questions-là, qu'on l'acte ça une bonne fois pour toutes, hein, tu ne diras pas que tu ne savais pas, qu'on t'avait demandé, etc. Et donc bon, il a très mal pris parce qu'il s'est trouvé mis en cause et il ne supporte pas ça. Donc bon, on va continuer à le faire puisqu'il va falloir un peu qu'il... Donc élu député de La République En Marche donc à Massy, voilà. Pour le parti présidentiel en 2017 et entre 2017 et 2022, il va être donc vice-président puis président de l'OPQST, office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. On est au cœur effectivement de l'évaluation des décisions publiques sur la santé publique, sur les technologies, etc. Il a un pouvoir énorme en réalité. Il est au centre. Toutes les décisions liberticides en France, donc les confinements, les passes sanitaires, la fermeture des bars, des restaurants, sont prises sur la base de simulations dont on sait qu'elle ne veut rien dire, puisque les auteurs eux-mêmes sont passés aux aveux, hein, c'est très clair. Lui, c'est un mathématicien, spécialiste en plus des phénomènes de transport. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que derrière l'épidémiologie, il y a ce qu'on appelle le transport-collision, qui est la base de la théorie cinétique, pour laquelle, en gros, Villani a une médaille Fields. Donc il ne peut pas dire qu'il n'est pas... Ce qu'il a essayé de dire, c'est « je ne suis pas épidémiologiste, vous ne pouvez pas me demander de vérifier les équations, c'est pas vrai, j'y connais rien ». Non, pas du tout, moi je l'ai fait assez rapidement, parce que justement, quand vous faites de la physique statistique, vous passez à l'épidémiologie en 10 secondes. Puis alors, le niveau mathématique est tellement faible en plus que bon, il n'y a vraiment pas... Et Villani le sait parfaitement. Bon. Donc, du coup, il est donc médaille Fields, il connaît parfaitement le sujet, il n'y a aucun souci. Il est député, il est président de l'OPQST. C'est-à-dire que c'est à lui de vérifier les politiques scientifiques.
il ne le fera jamais. Non seulement il ne le fera jamais, mais pire que ça, il va diffuser les faux calculs de Cauchemez en tant que membre de l'OPQST. C'est-à-dire qu'il va valider en gros les rapports qui ont été écrits sur l'épidémiologie, en particulier le confinement, c'est génial, ça marche bien. Avec, il y a un article dont je vais parler, le fameux article qui dit le confinement a sauvé 61 739 vies. Bon. Donc, Villani est alerté, en particulier de la plainte pénale sur le 28 juin 2021, pour laquelle on sait que c'est de la foutaise intégrale, que les mathématiques ont été détournées pour essayer d'en imposer et faire croire qu'il y avait des raisons scientifiques donc, au pass sanitaire. Donc c'est des sympathisants de Info-Covid qui sont en fait des électeurs de Villani dans sa circonscription, qui vont le rencontrer et qui me disent bah, tiens, on va croiser Villani, est-ce que tu peux pas lui porter la plainte? Donc mon avocat rédige un résumé de la plainte qui donc est transmise à Villani, donc qui est au courant de cette plainte. Et le 26 novembre 2021, il m'envoie un mail sur mon mail professionnel, il me dit j'ai bien reçu la plainte, etc. Bien sûr, je serai prêt à en discuter avec vous. Visons un rendez-vous en vision en décembre. C'était en 2021. Donc, super, c'est génial, on va pouvoir avancer, etc. Enfin, les mensonges vont être inventés, etc. Et je réponds 2 jours après, je suis disponible à votre convenance. Je ne peux pas faire mieux, hein, je vous le dis tout de suite. Je lui envoie, en plus de cette réponse, l'ensemble des travaux que j'ai faits pour montrer toutes les manigances, tous les trucages dans les codes de Cauchemez et ses comparses. Et curieusement, j'ai plus jamais eu de nouvelles. Plus jamais. Et pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé de le recontacter, et en particulier quand il était président de l'OPQST. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles il n'a pas voulu nous recevoir avec Emmanuel d'Arles, c'est qu'il s'est dit c'est pas bon si je reçois Vincent Pavant, là, si je vais y passer, il va encore me demander des trucs. Alors, voilà, un complot. Ah. Alors, hop, mon petit code secret que personne ne voit. Voilà. Donc voilà, Cédric Villani, pour moi, aujourd'hui, dans son attitude, en tout cas, est complètement corrompu et il refuse de voir la réalité en face. Et je pense qu'il fait partie des gens qui ont couvert la fraude mathématique. Donc évidemment, c'est pas très glorieux pour lui. Je comprends qu'il n'ait pas trop envie de me rencontrer, même si je ne désespère pas. Bon. Alors, un autre article avec fraude mathématique, je vais aller plus vite. Alors, c'est Roux, Massonneau, Crépet, le 27 avril 2020, un préprint à nouveau, donc jamais relu par personne, en tout cas jamais publié, qui affirme à nouveau sur la base d'un modèle mathématique, donc on n'en sort pas, hein, que le confinement a sauvé 61 739 vies. C'est beau quand même. Alors, la famille du 740e a gueulé, je vous le dis tout de suite, ils sont venus se plaindre en disant quand même, vous êtes sûr que l'arrondi, là, si c'est pas 40 par hasard, enfin bon. Mais si vous voulez, c'est un tel niveau de ridicule, et les gens ne comprennent plus qu'ils sont ridicules, quoi. Quand vous avez des paramètres incertains, vous faites des fourchettes, c'est l'ordre de grandeur qui compte. 61 739 vies, enfin, vous êtes dans le délire complet, enfin, c'est pas possible. Bon. Un préprint qui a reçu une large médiatisation à tel point que c'était Jean-François Toussaint, dont a parlé Laurent Muquier tout à l'heure, qui était allé au charbon pour dire non mais c'est n'importe quoi. Alors moi j'ai refait des études pour prouver que c'était n'importe quoi, mais à des niveaux invraisemblables. C'est effectivement... Et le problème, c'est que cet article, bien sûr, était cité donc, dans une note de l'OPQST, présentée par Cédric Villani, comme étant une épreuve de l'efficacité du confinement. Donc en fait, il diffuse des fausses informations. Qu'est-ce que je vous dise pour le coup, c'est très clair. Bon. Alors l'étude Comcor, pareil, un grand sketch. Donc 15 décembre 2020, Castex annonce sur Europe 1 qu'il aurait entendu les résultats préliminaires d'une étude de Fontanet. Bon, allez savoir. C'est une étude scientifique, bien entendu. Alors, c'est pas scientifique, c'est juste un sondage. C'est comme un sondage d'opinion sur qui va voter quoi. Mais bon, apparemment, c'est devenu scientifique, ce genre de truc. Alors, c'est une étude statistique type comparaison cohorte témoin. Donc, c'est-à-dire que vous prenez des gens qui ont eu le Covid, des gens qui n'ont pas eu le Covid, et vous les interrogez sur leurs habitudes de fréquentation de certains lieux, les bars, les restaurants, les cinémas. Et puis, on en concluait de manière incroyable que les bars et les restaurants étaient des endroits où on se contaminait 2 fois plus que les autres. Alors, c'était très rigolo parce que j'avais présenté au CSI, et puis je le représente en vitesse, parce qu'il y avait une contradiction majeure dans les chiffres. Et donc, il y avait 3 questions qui étaient posées. Fréquentez-vous les bars? Oui, non. Et quel est le risque supérieur? Donc 2 fois de plus de chances de se contaminer si on fréquente les bars. Question suivante. Fréquentez-vous les restaurants? Vous faites 2 fois plus de chances de se contaminer au restaurant. Fréquentez-vous les bars ou les restaurants? À nouveau, 2 fois plus de chances. Et en fait, il manquait une 3e question là-dedans, c'était fréquentez-vous les bars et les restaurants? Voilà. Alors, vous pouviez reconstruire en fait, parce qu'en mathématiques, quand vous avez l'appartenance à A, vous avez l'appartenance à B,
vous avez l'appartenance à A union B, vous pouvez reconstruire l'appartenance à A inter B. Donc avec ces 3 questions, on pouvait reconstruire la réponse à la question « Fréquentez-vous les bars et les restaurants ?» Alors je me suis amusé à le faire parce que les mathématiciens, quand il manque un truc, ils le complètent. Ils adorent ça, c'est rigolo. Et ça vous permet de vérifier que c'est cohérent. Si c'était 2 fois plus pour les bars, 2 fois plus pour les restaurants, 2 fois plus pour les bars ou les restaurants, vous attendiez à avoir 2 fois plus pour les bars et les restaurants, voire peut-être même un peu plus. Bon, et la surprise, quand vous reconstruisez la réponse à la question « Fréquentez-vous les bars et les restaurants ?», le risque de contamination disparaît. C'était incroyable. Et donc, alors la seule conclusion scientifique que vous pouviez avoir face à ça, c'était si vous êtes allé dans un bar, il faut courir dans un restaurant pour annuler le risque. Et si vous êtes allé dans un restaurant, il faut courir dans un bar. Donc, la seule politique publique acceptable, c'était laisser les bars et les restaurants ouverts. Voilà. Alors bon, je les ai ridiculisés. Donc, alors, ils ont envoyé un mec. J'ai reçu un mail d'un certain type qui m'a dit j'ai bien lu votre étude et tout. Ah ouais, c'est bizarre les conclusions. Ouais, c'est intéressant, mais quand même bon. Et le mec me dit j'ai contacté Arnaud Fontanet qui m'a parfaitement répondu sur etc. Comment vous voyez le truc. Alors j'ai dit bon, je me fous complètement de ce que vous pensez. Par contre, je suis intéressé par le mail de Fontanet parce que moi j'essaie de le contacter et vous me dites que quand on lui écrit, il répond dans 48 heures. Donc donnez-moi son contact si vous l'avez. Mais bon, j'ai jamais eu le contact et Fontanet n'a jamais répondu. Bon, donc voilà. Donc évidemment, on a fait un dépôt de plainte sur l'étude Comcore parce que bon, ça c'était un truc rigolo, mais en fait la truanderie est bien pire quand vous étudiez les méthodes statistiques avec lesquelles ils font le traitement des données, c'est une truanderie sans nom. Bon. Alors à nouveau, là, c'est le dernier article là-dessus, c'est l'analyse du Conseil d'analyse économique justement, qui prouve donc en janvier 2022 que le pass sanitaire a sauvé 4000 vies. Alors, vous voyez, c'est plus modeste par rapport au confinement, c'était 61 739. Là, quand même, ils se sont dit que c'était un peu gros, 61 739, donc voilà, machin, 4000 vies. Bon. Alors, à nouveau, c'est un paper qui est toujours non publié. Ça fait plus de 9 mois qu'il a été... voilà, donc bon, on attend. Bon, c'est une méthode complètement arbitraire. Et en plus, même, c'est une méthode arbitraire, mais même... Quand vous appliquez scrupuleusement la méthode que proposent les auteurs, vous arrivez à la conclusion inverse, en fait. C'est-à-dire que si vous appliquez honnêtement la méthode des auteurs, vous arrivez à la conclusion que le pass sanitaire a coûté entre 1500 et 7000 vies. Bon, parce que en fait, à nouveau, ils se sont imposés la conclusion, puis après, ils ont essayé des manières de reconstruire cette conclusion. Donc, ils ont fait à l'inverse de la science, bien sûr. Et donc, bon, c'est un article que j'ai dénoncé. Donc, bon, pareil, c'est une fraude mathématique. Alors, à un moment donné, vous savez où ils ont truqué le calcul, pareil. Ils ont fait comme les mauvais étudiants. Donc, en fait, évidemment, leur propre méthode donnait un résultat que des vies avaient été perdues par le pass sanitaire. Donc, il y avait un signe moins qui apparaissait dans le calcul. Puis, eux, ils ont mis un signe plus. Voilà. Donc c'est vraiment ça qu'ils ont fait. Hein. Quand vous regardez leur calcul, quand vous suivez honnêtement, que vous le reproduisez, c'est un signe moins qui apparaît. Voilà, bon, et puis il le transforme en signe plus. Voilà, donc bon. Voilà, donc conclusion. Alors il y a un truc qui est quand même extrêmement inquiétant sur les mathématiques qui sont quand même un peu au centre. Hein. On peut douter de tout sauf des chiffres, nous dit le gouvernement. Et effectivement, ils le font parce qu'en France, toutes les décisions de politique majeure, c'est-à-dire le confinement, la fermeture des bars, des restaurants, le pass sanitaire, la vaccination des enfants, etc. Tout ça ne repose que, effectivement, sur des prédictions issues de calculs mathématiques et de modèles. Bon. Et donc, sur tous les articles que je vous ai cités, donc le confinement, l'étude Comcore, le préprint, l'analyse du conseil, tout est faux. Tout est truqué. Il n'y en a pas un d'honnête là-dedans. Et c'est très facile quand on fait des maths et de l'info, c'est facile de démontrer que c'est faux. Donc effectivement, ce que disait Olivier est vrai. Ils espéraient qu'il n'y ait aucun... Et donc si effectivement Villani était le seul mathématicien sur lequel on pouvait compter pour essayer de démêler le vrai du faux dans cette étude mathématique, c'était gagné. Villani, pour moi, est corrompu. Donc il s'est tué parce que sûrement on lui a dit bon, regarde pas ça de trop près, il avait parfaitement les moyens de le faire, il ne l'a pas fait et ça pose un réel problème. Mais en fait, quand vous êtes un peu curieux, vous avez un peu la curiosité de refaire les calculs, tout est faux. Et en plus, ce qui est très beau avec l'épidémiologie, c'est que ce n'est pas une science, mais vous avez exactement une discipline qu'il faut étudier pour savoir comment elle produit le scientisme justement et la fausse science. C'est ça qui est canonique en épidémiologie, c'est qu'ils disent toujours n'importe quoi, ils truquent toujours des calculs à la fin,
Et donc, en fait, vous comprenez comment un cancer peut se développer et faire des métastases de sorte que, 100 ans après les premières équations qui sont fausses, vous avez des gens qui prennent le pouvoir, Kochmes, Costagliva, machin, Flao à l'époque, et qui sont juste des benets qui racontent n'importe quoi. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est que c'est une étude épistémologique, historique, sociologique, psychologique, ce que vous voulez, mais tout sauf de la science. Et c'est pour ça qu'il faut continuer à étudier. Et c'est ce qui fait que moi, aujourd'hui, je ne fais plus vraiment des maths comme je faisais pour l'équation de Boltzmann avec des théorèmes super compliqués. Je suis obligé d'aller vers l'épistémologie, la psychologie, pour savoir comment les gens développent ou pas un rapport à la vérité et comment vous arrivez à falsifier les choses. Et là, vous avez 4 ou 5 articles de maths qui sont canoniques pour l'étude effectivement de la fraude en sciences et comment c'est accepté sans relecture, avec un champ scientifique aux abonnés absents et une taylorisation qui font que les gens s'interdisent d'aller voir juste ailleurs ce qui se passe. Bon. Donc des plaintes en cours, effectivement, malgré une réticence des parquets. Et donc Cédric Villani, qui était alerté, qui sont donc conscients des escroqueries, a collaboré à leur diffusion, a refusé de mener les enquêtes nécessaires. Donc c'est la corruption mathématique, épidémiologique de Cédric Villani ici, sur laquelle il faudra bien qu'il s'explique un jour. Donc pour terminer et pour vous réconcilier un peu avec les matheux, une citation de Laurent Schwartz, donc médaille Fields en 1950, un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, juif qui a traversé la Seconde Guerre mondiale en tant que tel, qui s'est battu toute sa vie ensuite pour des combats très humanistes contre la guerre en Algérie, la guerre au Vietnam, contre l'antisémitisme justement en Union soviétique qui était ravageur à l'époque, et qui concluait donc son autobiographie que je vous conseille de lire, qui s'appelle Un mathématicien aux prises avec le siècle, qui concluait de la manière suivante: la découverte mathématique est subversive et est toujours prête à renverser les pouvoirs établis. Et c'est ça aujourd'hui le programme que je me suis donné. Merci beaucoup.